Bien, bonsoir, merci d'être là. Donc, voilà, avant de parler du livre lui-même, avant de parler du livre lui-même, je veux parler du contexte actuel qui est extrêmement grave. On est dans une situation de déshumanisation totale des Palestiniens, des Libanais, des Arabes, des musulmans, et dans un génocide, et j'emploie le mot, j'hésitais à employer le mot génocide il y a quelques mois, parce qu'il y avait des éléments de génocide, mais pas tous les éléments. Aujourd'hui, je l'emploie sans aucune hésitation. Il y a un génocide, et je ne suis pas le seul. Les organisations internationales l'emploient, les historiens israéliens l'emploient, et tous les aspects du génocide sont bel et bien visibles. Et parallèlement, donc il y a trois éléments très très importants qu'il faut mettre comme point de départ. L'existence d'un génocide, la déshumanisation des Palestiniens qui fait que les élites politiques et médiatiques l'acceptent et l'appuient sous certains égards. Et le troisième élément, c'est la falsification de l'histoire. On a le compte-rendu de l'histoire qui est fait dans les médias et qui est repris par les politiciens renverse complètement le rapport de l'agresseur et de victime de façon absolument incroyable. Et ces trois éléments, il faut les prendre en considération quand on approche cette question. Et ils étaient toujours présents de façon implicite, mais disons que maintenant, au bout d'un an, ils sont devenus très clairs, très explicites. J'ai écrit ce livre, j'ai décidé d'écrire le livre à la mi-décembre passé. Ça veut dire 2 mois après le début de cette guerre contre la population civile de Gaza. Et quand j'ai choisi de l'écrire, il y a beaucoup de choses, il y a certaines choses qui sont nouvelles, même pour les gens qui connaissent bien la question. Mais il y a même des choses qui sont connues. Ce qui a fait l'intérêt du livre pour beaucoup de mes amis, des gens que je connais, c'est la façon de présenter les choses. C'est la pédagogie du livre. Ceci, je ne suis pas un historien. Ce n'est pas un livre d'historien. C'est un livre pédagogique qui explique à un public nord-américain pourquoi on en est là, en me basant sur les travaux des vrais historiens, parce que moi je ne suis pas un vrai historien. Donc c'est un travail de synthèse pédagogique. C'est sûr que j'ai commencé à l'écrire le 15 décembre, mais ça fait 40 ans que j'écris sur cette question. Donc j'ai ramassé tout mon travail de ces 40 dernières années et je l'ai reformulé et je l'ai présenté. Et j'ai choisi une stratégie que je veux expliciter parce qu'elle peut vous être à vous utile dans vos débats avec les gens autour. Vous savez, quand on discute de la question palestinienne, les gens disent « Ah, c'est très compliqué ». La première chose qui sort « Ah, c'est très compliqué ». Ce n'est pas compliqué du tout. Il y a beaucoup d'éléments, mais tous découlent d'une seule chose. Alors, le livre a choisi de parler de cette seule chose. C'est quoi cette seule chose? C'est que depuis plus de 100 ans, des Juifs européens, organisés politiquement dans le mouvement sioniste, ont décidé de faire un État sur la terre de Palestine. Et la conséquence inévitable de ce choix était qu'il fallait faire expulser les Palestiniens. Ça, c'est incontournable comme fait historique. Je me suis dit, il faut démontrer ça sans rentrer dans les détails. Oui, les pays arabes, qu'est-ce qu'ils ont fait, et l'ONU, qu'est-ce qu'elle a fait, et pourquoi les États-Unis appuient. Tout ça, c'est secondaire. Il y a une seule chose qu'il faut démontrer. Et si on la démontre, après, on peut voir toutes les autres conclusions. Le livre est divisé en 2 moitiés. La première moitié, c'est une démonstration historique très factuelle. Je démontre qu'il y a eu un changement démographique majeur qui s'est déroulé sur 100 ans, qui a commencé il y a donc un peu plus de 100 ans, avec une volonté claire de faire un État et d'expulser la population. Et ça, c'était clair depuis le début. Exterminer. Non, expulser. Pas exterminer. Pas exterminer. Non, expulser.
si les Palestiniens avaient accepté de partir, les Israéliens les auraient bourrés d'argent et auraient fait des projets de collaboration avec eux. Il n'y avait pas de haine du Palestinien au début. Il y avait un désir de prendre la terre. Il y avait une déshumanisation, en fait même pas une déshumanisation. Au début, ils disaient oui, ils ont des droits et tout, ça va être dur pour eux, mais nous on n'a pas le choix. Et je vais vous montrer quelques extraits qui synthétisent ce que je viens de vous dire ici. Il faut bien comprendre l'enjeu, justement. Si vous dites exterminer, là vous avez perdu la bataille déjà. Parce qu'ils vont vous dire non, c'est pas vrai, parce que blablabla, et là vous n'en sortez plus. Il faut être très précis dans l'analyse qu'on fait, et distinguer les faits des opinions et distinguer le fait principal de tous les autres faits secondaires. Parce que quand on parle du projet en gros, là il vous amène ah oui mais les Arabes auraient pu, tout ça c'est secondaire. Il y a une seule chose qui compte, une volonté de faire un État sur une terre déjà habitée. Point. C'est cette démonstration que je vais faire avec des éléments qui pourraient être utiles. Alors, vous me direz, oui, nous, la plupart des gens qui sont ici viennent des pays arabes, on connaît tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît, il y a des choses que les gens ne connaissent pas, comme moi, après 30 ans de travail, je ne connaissais pas, que j'ai appris très récemment. Et c'est tout ça que j'ai synthétisé. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, maintenant, c'est faire cette démonstration, amener des éléments qui pourraient vous être à vous utiles dans vos discussions avec des amis, avec des gens, avec d'autres Arabes, avec des gens du Québec, avec votre député, parce que c'est très important, on va parler un peu du genre d'action qu'on peut faire aussi. Et donc, il faut maîtriser les arguments. Donc, pourquoi ce livre, je viens de le dire, c'est que en gros, on a renversé le rôle d'agresseur et de victime dans les médias et dans la bouche des politiciens aussi. Et c'est ça qu'il faut restaurer, la vérité historique. Donc, il y a des éléments cruciaux de l'histoire. Quelle était la Palestine en 1900 et quelle est-elle en 2022? Quand on voit cette différence, après on se dit comment on a fait pour arriver là. Et la démonstration que j'ai faite, c'est qu'il y a 3 étapes avec toutes le même but, mais 3 stratégies différentes. La première étape, c'est du mandat britannique, ou même on peut dire Lord Balfour. Je vais expliquer pourquoi l'un et l'autre. Donc la période 1917-1922 jusqu'à 1947, c'est une première période. Je vais expliquer c'est quoi la logique de cette période. La deuxième période, c'est de 47 à 93, pas 67, 93. Et je vais expliquer pourquoi 67 n'a pas changé la logique. Elle a changé les données, elle a changé le rapport de pouvoir, mais pas la logique. Et en 93, une troisième logique. Et dans les 3, le but était de prendre le contrôle de la Terre. Et la 4e, qui est depuis octobre, c'est la même chose, c'est le contrôle de la Terre, avec comme stratégie le génocide. Pourquoi? Parce que les Palestiniens ont résisté. Avant, on disait on va juste les expulser, ils ne veulent pas être expulsés. Ah, on va leur donner le choix, partir ou mourir. C'est tout ça que je vais essayer d'expliquer. Donc je commence par... Ah oui, il y a un autre petit détail que j'aimerais dire aussi. Tu poses beaucoup. Oui. Un autre petit détail que j'aimerais dire. Beaucoup de gens ont l'impression d'être très bien informés. Parmi notre public, les gens qui viennent de notre pays ou parmi les Québécois. Pourquoi? D'où vient cette impression? Il y a cette notion de saturation. Ça veut dire quoi saturation? Vous entendez des nouvelles, vous entendez le bulletin du matin, puis de midi, puis le soir, puis à un moment donné, il n'y a plus rien de nouveau qui s'ajoute. Vous avez l'impression d'avoir tout entendu. Alors vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez 2 ou 3 choses, puis ça se répète, vous avez l'impression d'avoir tout entendu. Pour les Québécois, alors pour les gens comme nous qui sont impliqués, on ne se contente pas, on va chercher, puis on trouve des choses intéressantes. Pour la plupart des gens, les Québécois, les Canadiens, et les journalistes surtout, j'ai eu des discussions innombrables avec les journalistes, ils sont convaincus qu'ils ont tout compris. Mais ils ne connaissent pas des choses de base. Ils ont l'impression, et d'où vient cette impression? C'est cette notion de saturation. Ils ont écouté les mêmes histoires,
Puis quand ils écoutent encore, ben, il n'y a rien de nouveau qui s'ajoute. Donc ils disent, ben voilà, j'ai tout entendu. Il n'y a plus rien de nouveau. Donc, je vais passer sur les autres éléments rapides. Je veux insister sur... vous avez pu prendre les livres? Dans 10 minutes, elle arrive. Oui. D'accord. Donc, il y a un autre élément que je veux qu'on ne discute pas beaucoup dans nos milieux à nous, de gens qui viennent du monde arabe. C'est pourquoi les Juifs ont voulu faire un État en Palestine. Il y a une chose qu'on a tendance à minimiser. C'est la persécution. D'abord la discrimination, ensuite la persécution des Juifs en Europe. Plus fort. La persécution, d'abord la discrimination, ensuite la persécution des Juifs européens, qui a été très importante. Assieds-toi. Et qui a été très importante et qui a amené beaucoup de Juifs à dire on n'a pas d'avenir en Europe. Il faut expliquer une chose, et ça peut-être que dans nos milieux arabes on en parle moins. Il y a eu au Moyen-Âge une judéophobie, pas un antisémitisme, judéophobie basée sur la religion. L'Église catholique disait les Juifs sont ceux qui ont tué le Christ. Et donc, sur cette base, on ne les voulait pas dans la communauté. Et on les cantonnait dans des ghettos. Et il y avait des trucs très négatifs, c'est ceux qui ont tué le Christ. Et en même temps, il y a eu quelque chose, c'est que l'Église catholique disait il ne faut pas trop manipuler l'argent parce que c'est de l'usure. Un peu comme les islamistes disent aujourd'hui. L'Église catholique disait la même chose. Donc, c'est vous ne pouvez pas prêter de l'argent avec intérêt parce que c'est de l'usure, haram. Les catholiques disaient ça, l'Église. Et donc, qui manipulait l'argent? Les Juifs. Ils sont devenus ceux qui prêtaient pas à leurs voisins, aux empires, aux rois, au gouvernement. Et avec la révolution industrielle, ils se sont en partie émancipés et ils ont cru qu'ils pouvaient être des citoyens à part entière en Europe. Et beaucoup d'entre eux sont devenus des citoyens à part entière et ont contribué au développement culturel, artistique de l'Europe. Le nombre de philosophes juifs, de musiciens juifs, d'écrivains est incroyable. Et ils sont devenus une partie de l'Europe. Mais les discriminations ont continué. Quand le tsar en Russie était en difficulté, parce que l'exploitation des paysans était terrible et que les paysans se révoltaient, que disait le gouvernement russe aux paysans russes? Vous avez des problèmes, c'est parce que les Juifs vous exploitent et volent votre argent. Et il y a eu des pogroms. Des pogroms, c'est-à-dire des massacres de masse de villages entiers par le village voisin qui venait, qui disait bon, il faut tuer ces Juifs-là. Et donc, ce sentiment a été là très fort, et les Juifs pensaient que dans la société plus libérale, politique, démocratique française, ça allait être mieux. Et arrive l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, vous avez peut-être vu le film, c'est cet officier français juif qui a été accusé injustement d'avoir donné des secrets à l'Allemagne, alors que c'était ses patrons chrétiens qui avaient trahi, mais ils l'ont accusé à lui. Et le seul fait qu'il ait été juif, tout le monde les a cru. Ils ont dit c'est le juif qui a fait ça, tout le monde a dit oui, les juifs sont des salauds, ils boivent le sang des enfants. Les stéréotypes contre les juifs étaient de la même nature que les stéréotypes contre les musulmans aujourd'hui, ou contre les Palestiniens. Et donc, ils sentaient qu'il y avait non seulement des discriminations, mais il continuait à y avoir des pogroms un peu. Et donc, ils ont dit, notre solution, c'est d'aller faire un État pour nous. Cette solution, c'est ça qu'on appelait le sionisme. C'était un choix, une idéologie politique qui disait on va fonder un État pour les Juifs en Palestine. Et le sionisme, c'était le mouvement national qui voulait transformer le peuple juif, qui était un peuple spirituel. Je dis bien un peuple spirituel. Ils se considéraient comme un peuple spirituel. Ils avaient un message qui était la Bible, qui avait le judaïsme et tout ça. Et ils ont voulu passer d'un peuple spirituel à un peuple politique. Et c'est cette transformation qui est le sionisme.
Et la plupart des Juifs, au début du siècle, étaient contre le sionisme. Il y a une intellectuelle antisioniste actuelle, Michel Sibony, qui a écrit un livre qui s'appelle Antisionisme, une histoire juive. Et il y a une trentaine de contributions dans le livre par des juifs qui expliquent pourquoi, d'un point de vue juif, le sionisme trahit l'éthique, les valeurs du judaïsme. Les valeurs spirituelles du judaïsme sont trahies par les valeurs politiques du sionisme, pour ces gens. Et ça a été la majorité de la tendance à l'intérieur des communautés juives, ça a été ça. Quand un des fondateurs du sionisme, Theodor Herzl, a voulu convaincre des rabbins européens d'aller voir pour eux-mêmes en Palestine, ils ont écrit une lettre. Ils ont dit, oui, la fiancée est très belle, mais elle est déjà mariée à un autre homme. Et qu'est-ce que ça voulait dire? C'est que la terre est belle, c'était une métaphore. Kenaya en arabe. La terre est très belle, mais il y a déjà un peuple là, elle n'est pas disponible. Et le mouvement sioniste a dit, oh non, c'est une terre sans peuple, nous on est un peuple sans terre. À propos, juste ce slogan de terre sans peuple pour un peuple sans terre n'avait pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire, nous les Arabes, on a tendance à dire, ah voilà, et ce slogan, ils ont falsifié l'histoire. Il a été dit ce slogan, mais personne n'y croyait. Les leaders du mouvement sioniste ne croyaient pas à ce slogan. Ils savaient très bien qu'il y avait un peuple, ils négociaient avec ce peuple et ils voulaient arriver à des ententes en disant éventuellement, on ne dit pas expulser, on dit on va les transférer. On va leur donner, on va les compenser matériellement, on va les transférer pour qu'on puisse faire notre État. Bon. Alors c'est tous ces éléments que je voulais dire. Et sur quoi s'est basée toute cette idée? Pourquoi la Palestine? La raison principale était la persécution des Juifs en Europe. Il faut que nous on comprenne ça. Et quand on discute avec des sionistes, il faut qu'on prenne acte de ça et qu'on l'incorpore dans notre analyse. Après, la solution était catastrophique. Pourquoi elle était fausse, la solution? Elle était basée sur deux autres éléments. Un élément de grand récit historique inventé. L'idée du peuple juif comme continuité historique, elle est inventée. Qui a dit ça? C'est pas moi, ce sont les historiens israéliens, plusieurs, dont le plus important, Shlomo Sand, qui est un juif israélien, qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment le peuple juif fut inventé ». Et ce qu'il démontre avec des arguments démographiques, historiques, avec des archives, avec toute l'archéologie, avec tous les éléments, il démontre que les juifs d'aujourd'hui ne peuvent pas être les descendants des juifs qui ont vécu en Palestine il y a 2000 ans. Au contraire, les descendants des juifs de la Palestine il y a 2000 ans, c'est probablement les Palestiniens. Et la plupart des juifs aujourd'hui dans le monde ont été convertis au judaïsme. Ouais. La plupart. Alors, ça, c'est un grand récit historique qui est faux, qui a été inventé, et ceux qui n'y croient pas, lisez Shlomo Sand. Bon. Donc, c'est sur cette base. Alors, dernier élément qui a rendu cette solution possible, l'idéologie et les intérêts coloniaux. Et je fais une différence entre idéologie et intérêt. Idéologie, elle a été intériorisée par le mouvement sioniste qui dit, bon, ça c'est des gens du tiers-monde, nous on est supérieurs, on est porteurs de la civilisation, des droits humains, de la lumière, de machin, et donc on peut les déplacer, puis on va les aider à se civiliser. Donc ça c'est l'idéologie coloniale et on a le droit de les déplacer. Et les intérêts coloniaux, ça c'est la Grande-Bretagne qui dit, oui, ça fait notre affaire qu'il y ait un État juif qui nous doit quelque chose et qui va être notre meilleur allié contre les Arabes. Donc tous ces éléments, je me suis attardé là-dessus parce que ce sont des éléments que d'habitude nous ne discutons pas dans nos milieux, dans le monde arabe. Et je veux dire une autre chose, c'est que ce récit, le mouvement sioniste a réussi à faire intérioriser ce récit par une majorité de juifs. Ça veut dire quoi intérioriser?
ça explique que, vous savez, beaucoup de Juifs qui appuient Israël ne sont pas des gens qui sont intrinsèquement racistes ni méchants. C'est qu'ils ont intériorisé l'idée que leur identité est intimement liée à celle d'Israël. Leur sécurité est intimement liée à celle d'Israël. Donc, si on conteste la sécurité d'Israël, c'est eux qui sont menacés. Du coup, puisqu'on a réussi à faire ça, on a transformé tous les Juifs des pays occidentaux, ceux qui ont intériorisé ça évidemment, parce que ce n'est pas tout le monde, en agents de propagande du gouvernement israélien. Mais ce n'est pas des agents étrangers, c'est des citoyens. Et donc, quand ils font pression, ce n'est pas des pressions étrangères, c'est des citoyens qui disent, voilà, moi, je crois à ça. Et donc, ils peuvent aller influencer le gouvernement, faire pression sur les députés, faire pression sur les médias, au nom de quelque chose à laquelle ils croient sincèrement. C'est la sincérité de la chose que je veux communiquer ici. Alors bien sûr, il y a des gens très cyniques qui sont des agents qui sont envoyés par le gouvernement qui organisent tout ça. Mais pour la plupart des Juifs, ils croient sincèrement qu'ils ont droit à ce pays. Et ils croient sincèrement que leur sécurité est liée à la sécurité de ce pays. Ce que les mouvements antisionistes disent, attendez, non, Israël est devenu la source de votre insécurité et non pas la garante de votre sécurité. Et là-dessus, Fabienne Présenté, qui a écrit la préface de ce livre, est une juive antisioniste et une des fondatrices du mouvement Voix juive indépendante. Et elle a fait une préface très, très touchante, mais dans ses conférences, elle est encore plus touchante parce qu'elle raconte comment dans sa jeunesse, elle a été éduquée à économiser chaque sou et aller le mettre dans les tirelires, dans les commerces pour aller acheter des terres en Israël. Elle a expliqué comment elle se sentait menacée par la possible disparition d'Israël. Et il faut que nous, qui appuyons le droit des Palestiniens, on comprenne ça quand on discute avec des journalistes, des politiciens, des gens d'affaires ou des gens de la communauté juive. Donc, la raison pour laquelle j'ai insisté pour cette très 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 longue introduction, excusez-moi, je vais voir quelle heure est-il, c'est que, vous voyez, c'est ça le genre de choses que dans notre milieu on ne dit pas souvent. Le reste, vous l'avez beaucoup entendu, il y a certains détails qui pourraient être nouveaux, mais essentiellement, vous connaissez l'histoire. Mais je vais quand même la faire, cette histoire, parce que la façon de la faire peut être intéressante. Donc, j'ai commencé dans le PowerPoint. À propos, s'il y en a qui sont intéressés par le PowerPoint, parce que tout ce qui est ici est dans le livre, d'accord? Sauf les cartes. Parce que les cartes, il y a eu un problème technique, on n'a pas pu mettre des cartes dans le livre, pour diverses raisons. Et donc, ceux qui sont intéressés à voir les cartes, ça me ferait plaisir d'envoyer le PDF à Nizar. Et si vous voulez, ben, si vous êtes sur la liste d'envoi, vous pourrez avoir toutes ces cartes-là, mais qui sont connues. Je ne vais pas parler du nationalisme palestinien beaucoup, donc je fais très rapidement le constat. Voici la Palestine en 1900. Ce sont des provinces ottomanes. Alors des fois, les sionistes disent, oui, mais il n'y avait pas d'État de Palestine. C'est vrai, mais il n'y avait pas de Syrie non plus, il n'y avait pas d'Irak non plus, il n'y avait pas de Jordanie non plus, il n'y avait pas de Liban non plus. C'était des régions. Tout ça, c'était des provinces de l'Empire ottoman. Le nationalisme arabe, soit global, comme le nationalisme au nom de l'arabité, tant que les nationalismes spécifiques syriens, irakiens et tout ça, sont des produits de la deuxième moitié du 19e siècle et du 20e siècle, y compris le nationalisme palestinien. Donc c'était des empires ottomans. Aujourd'hui, on trouve une situation où c'est un État qui se dit juif et il y a une ambiguïté. Il se dit l'État juif et des fois il se dit l'État des Juifs. Et il y a une nuance, on pourrait en parler. Et il occupe tout le territoire de la Palestine. La partie pâle, il l'occupe, je vais mettre des guillemets, légalement. Quand je dis légalement, ça veut dire aux yeux du droit international. On peut dire que c'est peut-être pas légitime, c'est notre affaire. Légalement, aux yeux du droit international, il l'occupe. Et illégalement, la Cisjordanie et Gaza. Alors,
mon but est de voir, ça a été quoi les 3 stratégies qui ont permis cette transformation. Et au milieu, il y a certains détails qui vont vous intéresser et vous amuser. Vous amuser parce que c'est intriguant aussi. Alors, en 1917, Lord Balfour fait, tout le monde connaît ça, déclaration Balfour, il promet un État pour les Juifs en Palestine, enfin ils appellent ça foyer national, Mawtan, walaysa watan, d'accord, foyer national pour les Juifs en Palestine, mais c'est une promesse qui n'est qu'une promesse, qui n'a pas de dents, elle ne mord pas, on peut pas, il n'y a pas de mesure pour la faire. 1922, le mandat britannique contient toutes les mesures administratives, légales, politiques, économiques pour traduire Balfour en une réalité. Pendant ces 5 ans, c'est qui a fait le... Je vais en parler. Pendant ces 5 ans, le mouvement sioniste a travaillé avec les Britanniques pour formuler le mandat britannique tel qu'il était. Alors, après, il y a 47, 49, 93, 95, je vais arriver aux autres après. Et donc, je rappelle quelques données. En 1922, au moment du mandat britannique, les Juifs européens qui avaient émigré en Palestine constituaient 13% de la population. 87% étaient des Arabes. On les appelait les Arabes de Palestine, on ne les appelait pas Palestiniens. Il n'y avait pas de pays qui s'appelait la Palestine. Il y avait une région, donc c'était les Arabes de Palestine. Et le territoire s'appelait la Palestine. Que dit la déclaration Balfour? Je suis sûr que tout le monde, enfin, vous avez déjà vu ces commentaires, je vais faire rapidement, mais je veux quand même les faire par souci de cohérence et complétude. Les droits politiques des Juifs sont mentionnés 2 fois. La déclaration, c'est 67 mots en anglais. Dans les 67 mots, 2 fois on parle des droits politiques des Juifs. On va leur faire un foyer national, Mountain, et leur statut politique dans les pays d'origine ne va pas changer. Bon. La majorité, 87%, on ne les nomme même pas. On ne dit pas les Arabes de Palestine, on dit les collectivités non juives. On les nomme par ceux qui ne le sont pas par ceux qu'ils sont. Déjà là, il y a une logique coloniale. Hein? C'est pas ceux qu'ils sont qui comptent, c'est ceux qui ne le sont pas. Ensuite, on reconnaît leurs droits civiques et religieux, mais le mot droit politique n'existe pas. Donc c'est ça que je voulais dire pour cette déclaration. Et tout ça s'est traduit dans le mandat 5 années plus tard, et le mandat fait 2 choses. Il prend les objectifs de Balfour, il les incorpore, il dit on va traduire ça, mais il met des règles administratives, politiques, juridiques, économiques, pour que le mouvement juif, nationaliste juif, qui était sionisme, donc, qui était 13% de la Palestine, puisse prendre le contrôle de toutes les institutions qui permettent de gérer le territoire. Et ça fonctionne pendant 25 ans. Bon. Alors, c'est quoi ces institutions? Si on veut mieux comprendre, d'abord, le mandat dit clairement, quand alors, est-ce que tout le monde sait c'est quoi le système mandataire? Pourquoi on l'a mis? Système quoi? Mandataire. C'est quoi le système mandataire? C'est parce que, étant donné que c'était tous des provinces de l'Empire ottoman, quand l'Empire ottoman s'est écroulé, il n'y avait pas de structure étatique avec lesquelles les puissances coloniales pouvaient négocier. Eux, ils voulaient des États comme eux. Évidemment, ce n'était pas par altruisme, c'était parce que c'est plus facile de faire de la business avec un État comme vous et de l'exploiter, d'avoir des relations coloniales et de pouvoir apporter les produits, les matières premières et tout. Et même, c'était leur intérêt de développer l'économie de ces colonies. En Égypte, le système de canaux a été fait d'abord par Mohamed Ali, mais ensuite c'est les Anglais qui l'ont développé, de canaux d'irrigation. Le système de transport, les trains, c'est les Anglais qui les ont fait. Le système de digues et de barrages pour mieux utiliser l'eau, c'est les Anglais qui l'ont fait. Pourquoi? Ils voulaient que l'Égypte produise plus de coton pour faire fonctionner leur usine en Angleterre. Donc il y avait un intérêt de la part des puissances coloniales d'aider ces populations qui étaient des provinces à s'organiser et devenir des États.
pour le faire, les nations, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale qui avaient cassé l'Empire ottoman, ont dit on va faire un système mandataire, chaque puissance coloniale va être parrainer un peu une des régions de l'Empire ottoman et les aider à faire des institutions étatiques. Et il y avait un effet positif parce qu'ils ont construit des institutions et des infrastructures, mais dans une perspective de pouvoir un peu bénéficier, nous, puissance coloniale, de ce que ces pays allaient produire. Donc il faut les aider à se développer économiquement pour qu'ils nous nourrissent en matière première. Bon, c'est cette logique qu'il faut comprendre un peu. Et donc, c'est pour ça que le système mandataire fonctionnait et il a été fait pour avec des nuances, avec des variantes pour la Syrie, pour l'Irak, pour la Palestine, parce que dans les documents officiels, c'était écrit la puissance mandataire doit aider la population locale à développer ses propres institutions. Pour tous les pays, sauf pour la Palestine, où les institutions, ce n'était pas pour la puissance, pour la population locale, c'était pour les immigrants, qui à cette époque ne constituaient que 13%. D'accord? Et donc, une partie de l'élite britannique n'était pas d'accord. Pourquoi? La Grande-Bretagne avait gagné la guerre contre les Turcs à cause de la coopération des Arabes. Et ils avaient promis aux Arabes des choses. Et une partie de l'élite britannique était devenue des arabisants. Ils comprenaient la région, ils l'appréciaient, ils l'admiraient à certains égards. Et donc, ils n'étaient pas d'accord que la stratégie de la Grande-Bretagne soit tout entière du côté d'Israël. Et donc, la Chambre des Lords, qui est l'équivalent du Sénat au Canada, c'est la haute chambre. La Chambre des Lords se réunit et elle passe une résolution qui dit que le mandat est inacceptable pour la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce qu'il viole toutes les promesses qu'on a faites aux Arabes. Ce qui est et cette résolution passe. Donc le Sénat, la Chambre haute, pas le Sénat, la Chambre des Lords vote une résolution qui dit il faut rejeter le mandat parce qu'il est injuste pour les Arabes, il viole ce qu'on leur a promis et il viole l'idée même du système mandataire qui doit appuyer la majorité et non pas la minorité. Et tout ça ressort dans le débat. Et le débat est extrêmement intéressant parce qu'il dure 2 ou 3 heures. Et on voit dans ce débat, dont on a tout le verbatim au complet, tous les exemples concrets, par exemple. Parce qu'avant même le mandat, le haut commissaire britannique, qui était Sir Samuel Herbert, qui était un sioniste convaincu, avait déjà pris des décisions. Il consultait le mouvement sioniste, il leur donnait des contrats. Et tout ça s'est documenté et c'est extraordinaire parce que vous voyez comment s'est mis en place cette prise de contrôle du territoire, avec des exemples très précis. Par exemple, le réseau hydroélectrique est donné à une compagnie juive européenne, d'immigrants juifs. Les banques, les hommes d'affaires arabes palestiniens arrivent avec un projet, les sionistes arrivent avec un projet, et la Banque d'Angleterre arrive avec un projet. Mais le haut-commissaire donne le projet aux sionistes, ni aux arabes, ni même aux banques anglaises. Alors, qu'est-ce qui arrive? Tous les outils de la gestion du territoire qui vont permettre à l'État d'Israël de fonctionner 25 ans plus tard sont mis en place à ce moment. Et pendant 25 ans, les sionistes développent ces outils institutionnels, administratifs, économiques, légaux pour être capables de gérer le territoire. Et ça fonctionne pendant 25 ans. Et pendant ce temps, les Palestiniens commencent, les Arabes de Palestine, parce qu'on les appelait encore les Arabes de Palestine, commencent à protester. Ils ne trouvent pas ça drôle qu'on leur vole leur pays. Et donc les protestations prennent des formes violentes. Il y a des petites formes violentes locales, des échauffourées, des massacres des fois, mais une révolte qui a duré 3 ans, de 1936 à 1939. Mais en 1939 arrive la Deuxième Guerre mondiale, tout s'arrête. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui finit en 1945, la Grande-Bretagne dit « Moi, je ne suis plus capable de gérer cette situation. S'il vous plaît, l'ONU, trouvez une solution. » Alors, je me suis beaucoup attardé sur ça, je vais aller un peu plus vite
pour ceux qui suivent. La solution trouvée par l'ONU est de diviser le territoire en deux. Je vais aller très vite, mais il y a quelques détails qui sont intéressants. Et je vais arriver surtout à Oslo, puis je continue peut-être, Nézar, si je peux, voyons, jusqu'à 15 minutes encore, et après on discute. Bon. Alors, il propose, à ce moment, alors entre 1922 et 1947, il y avait beaucoup de choses importantes qui s'étaient passées. Il y avait eu le génocide des Juifs en Europe, 6 millions. Et c'est important qu'on comprenne l'impact de ce génocide. Dans un débat avec des amis progressistes de la gauche arabe ici, ils viennent dire, ah oui, le supposé génocide des Juifs. Non, 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 non. C'est pas le supposé génocide. Il y a eu un génocide systématique des Juifs 10 fois pire que ce qui se passe en Palestine maintenant. Bon, il est moins pire dans le sens qu'il a duré quelques années. Et après, ça s'est arrêté. L'Allemagne a été défaite. Donc, ce qui se passe maintenant à Gaza est pire parce que ça dure longtemps. Mais durant ce génocide, en France, si une famille française cachait un enfant juif dans sa maison et que les nazis les trouvaient, ont tué l'enfant et la famille. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'impact psychologique et politique du génocide des Juifs en Europe. Donc, à cause de ce génocide, le monde occidental entier dit « Ah oui, il faut résoudre le problème, un État en Palestine est utile ». Et pendant que les puissances occidentales disaient « Il faut un État en Palestine », elles fermaient leurs portes aux Juifs qui voulaient venir d'Europe pour se réfugier au Canada, en Angleterre, en Angleterre moins. En Angleterre, c'est plus avant la Première Guerre mondiale, mais au Canada et aux États-Unis. Et donc, l'ONU dit « Ok, ben, maintenant, les Juifs, à cause de tout ça, ils sont rendus 33%, c'est le tiers, on va leur donner un pays, et on leur donne, ils sont le tiers, on leur donne 56% du territoire, ce que vous voyez en bleu. Et on leur donne les meilleures terres, celles qui sont sur la Méditerranée avec les ports, avec plus de pluie, plus de terres agricoles, et ainsi de suite, et on pousse les Arabes vers l'arrière. Okay? Il y avait eu, et ça très peu de gens le savent, les Arabes étaient arrivés avec un autre projet. Ils avaient dit, écoutez, les réfugiés juifs, on peut les accueillir. Après tout, il y a eu un génocide des Arméniens en 1915 par les Turcs, musulmans qui ont fait un génocide contre les Arméniens chrétiens. On les a reçus, ils se sont incorporés, ils sont devenus citoyens en Syrie, au Liban, en Égypte et en Palestine. Et dans tous ces pays, ils ont le droit de vote, ils parlent arabe et ils sont devenus des citoyens. Ils ont dit, on peut accueillir les Juifs, on est même prêt à leur reconnaître un statut politique quelconque, une sorte de confédération qu'on peut négocier, mais on ne veut pas de deux États, un seul État et on va trouver une solution. Et qui s'est arrangé à ce que cette solution n'arrive même pas à l'Assemblée générale? Un diplomate canadien, progressiste en plus, le juge Rand, le père de la formule Rand, qui garantit que les syndicats de travailleurs aujourd'hui arrivent à fonctionner, c'est à cause du juge Rand. Il a eu un rôle très important. Mais c'était un sioniste, il s'est arrangé à ce que la solution d'un seul État ne soit... Parce qu'il jouait un rôle dans les négociations préliminaires. Et il s'est arrangé à ce que la formule d'un État n'arrive même pas à l'Assemblée générale. Bon. Alors, il y a eu une guerre. Attends, je vais développer mes cartes tout de suite. Il y a eu une guerre et les sionistes disent toujours, à cause de il y a eu une plan de partage, vous aviez un État pour les Arabes que vous pouviez prendre, vous ne l'avez pas pris, et il y a eu une guerre à cause de ça, et à cause de ça, il y a eu des réfugiés palestiniens. Les réfugiés sont le résultat de la guerre. Et ça, c'est de la propagande pure. Pourquoi? Les massacres et l'expulsion des Palestiniens a commencé avant la déclaration de la proclamation de l'État d'Israël et avant la guerre avec les Arabes. Et ça, qui le documente? Des journalistes juifs, ils n'étaient pas israéliens parce que Israël n'existait pas en ce moment, mais les journalistes juifs, comme John Kimche, parlent de Deir Yassin qui a eu lieu le 9 avril. Israël a été déclaré en mai, donc c'est avant.
Et il y a entre février, mars et avril, il y a 250 000 Palestiniens qui sont expulsés de leur foyer, avant la guerre. Alors la propagande qui dit c'est à cause de la guerre qu'il y a des réfugiés, ça ne marche pas. Et c'est documenté par Ilan Pappé, le journaliste l'historien israélien, même par des historiens sionistes comme Benny Morris. Benny Morris est un type bizarre. Il est sioniste, mais il dit, moi je suis historien avant tout, et il documente tous les massacres. Une fois, il avait écrit dans un livre que tel massacre de Palestiniens, c'était l'initiative d'un petit soldat, c'était pas un ordre venu d'en haut. Et ensuite, il a écrit un papier dans Haaretz disant, je me suis trompé. J'ai trouvé dans les archives de l'armée un ordre venant de très haut qui disait aux soldats israéliens, faites sortir les villageois de ce village à n'importe quel prix. Et n'importe quel prix, ça veut dire en les tuant peut-être. Et donc, les historiens israéliens, et là, il faut connaître leur nom. Ilan Pappé, mais lui, il est antisioniste. Benny Morris, lui, c'est sioniste, mais il dit la même chose qu'Ilan Pappé. En termes de faits historiques, Simha Flapan, Avi Schleim, Baruch Kimmerling, et on peut en citer une quinzaine qui ont documenté tout ça, et l'expulsion des Palestiniens a commencé avant la guerre. 250 000, et même Ilan Pappé dit c'est parce que ces Palestiniens réfugiés dans les capitales arabes ont fait pression sur les gouvernements arabes qu'il y a eu la guerre. Donc c'est les réfugiés qui ont provoqué d'une certaine façon la guerre. Le fait de l'action d'Israël d'expulser, c'est l'expulsion des Palestiniens qui a provoqué la guerre, et pas le contraire. C'est pas la guerre qui a provoqué l'expulsion, c'est l'expulsion qui a provoqué la guerre. Et donc la guerre s'arrête en 1949, donc on part de ça comme proposition en 1947. Israël déclare son État là-dessus en 1948, sans préciser ses frontières. Et après la guerre, Israël occupe tout ce que vous voyez à droite, et elle n'a toujours pas fait préciser ses frontières. Parce qu'elle disait, on va essayer de gagner les choses petit à petit. Et donc, on se retrouve avec la Cisjordanie, qui est contrôlée par la Jordanie administrativement. À un moment donné, on a pensé à annexer, donc la Jordanie voulait faire que la Cisjordanie soit une partie de la Jordanie, après ils ont reconnu le droit des Palestiniens. Et Gaza était administré par l'Égypte, mais l'Égypte n'a jamais prétendu que c'était un territoire égyptien. Et à ce moment, c'est une tension permanente parce que les Palestiniens n'acceptent pas. Et là, je vais insister sur une chose, cette carte est absolument fondamentale. Pourquoi? Légalement, Israël, c'est la résolution 181, 56% du territoire, théoriquement. À toute fin pratique, Israël a occupé 78% du territoire en 1949. Et à toute fin pratique, le monde entier, y compris les pays arabes, et y compris l'autorité palestinienne, reconnaissent qu'Israël, on a perdu la guerre, yallah, on ne peut pas revenir en arrière, on veut nous un État sur les 22% qui restent et qu'Israël garde les 78%. C'est fini. On n'est pas capable de renverser la vapeur à ce point-là. Sauf l'idée d'un État unique, ça c'est une autre affaire, on va revenir. Et donc, on se retrouve là. Et dès que la guerre finit, Israël, pour ceux qui disent, pour contrer la propagande israélienne qui dit « Ah, les réfugiés, c'était parce qu'on n'avait pas le choix ». Non, 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 il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Dès que la guerre finit, Israël passe une loi qui s'appelle la loi des absents. Et beaucoup d'entre nous, d'entre vous qui venez de la région connaissent cette histoire. La loi des absents, c'est quoi? C'est si vous n'étiez pas dans votre maison au moment de la guerre, même si vous étiez chez votre cousin à côté parce qu'il y avait moins de violence, vous perdez votre maison et on la donne à une famille juive. Et le premier qui a documenté le rasage des villages palestiniens, c'est un professeur de chimie juif israélien, Israël Shahak, qui a fondé la Ligue israélienne des droits de l'homme,
Et lui, il était pour la reconnaissance des droits des Palestiniens. Et il a documenté 450 villages palestiniens complètement rasés de la carte par Israël au lendemain de 1949 pour que les Palestiniens ne puissent pas revenir. Ensuite, un autre historien, Salman Abou Sitt, a fait une autre évaluation. On sait maintenant que c'est plutôt 550 villages par 450, mais quand même, je veux dire, ce type de réflexion a commencé avec Israël Shahak et les Palestiniens l'ont complété. Bon. Donc, il y a une série de lois qui sont passées par Israël pour judaïser la Palestine, rendre le retour des Palestiniens impossible, accueillir les Juifs du monde entier et leur donner immédiatement la citoyenneté israélienne. Cette histoire, vous la connaissez. Et peut-être qu'il y a un petit détail que beaucoup connaissent ou ne connaissent pas, je ne sais pas. Pour bien faire cette distinction, dans les papiers d'identité officiels, Israël a deux types d'appartenance citoyenne. Il y a la citoyenneté, vous pouvez être citoyen d'Israël. Ensuite, il y a la nationalité sur votre papier d'identité. Donc, vous pouvez être citoyenneté Israël, nationalité juif ou bien arabe. Ou bien, je ne connais pas toutes les autres catégories, peut-être qu'il y a une catégorie druze, je ne suis pas sûr. Donc, on fait la discrimination comme ça. Et pendant les 10 premières années, Israël ne sait pas trop comment incorporer ces Arabes de Palestine. Et finalement, petit à petit, on leur donne à peu près tous les droits sociaux, économiques, avec des discriminations, mais avec plus de droits que n'importe quel citoyen parmi nous dans son pays d'origine. Les Arabes de Palestine ont le droit d'être membres du Parlement avec des élections, on ne triche pas, et il y a même des partis islamistes au Parlement israélien. Okay? Donc, il faut savoir comment ça fonctionne. Mais il y a évidemment un déni majeur des droits collectifs politiques, ça c'est clair. Il y a de la discrimination. Et surtout un déni des droits pour les Palestiniens qui sont en Cisjordanie et Gaza. Alors, il y a une histoire importante que je veux vous raconter, parce qu'elle exprime la différence entre la pensée des sionistes de 1956 et la pensée des sionistes d'aujourd'hui. En 1956, Gaza est contrôlée par les Égyptiens et il y a donc la frontière officielle, c'est entre Israël et Gaza, et entre Israël et la Cisjordanie. Et il y a des Palestiniens qui traversent la frontière et qui vont tuer un jeune officier juif israélien. Et Moshe Dayan, que tout le monde connaît évidemment, le chef des armées israéliennes en 1956, va faire un discours à l'occasion des funérailles de ce soldat. Et que dit Moshe Dayan? Très important, je vais vous lire cette partie. Il dit, ne jetons pas, parce qu'il y a deux parties qui se contredisent, pas qui sont paradoxales, pas contredisent. Et la tension de ces deux parties, il faut la comprendre. Moshe Dayan dit, ne jetons pas l'opprobre sur les assassins d'aujourd'hui. Pourquoi leur reprocher la haine virulente qu'ils nous vouent? Cela fait 8 ans, pas 56, 48, ça fait 8 ans, cela fait 8 ans qu'ils vivent dans des camps de réfugiés de Gaza, alors que nous sommes appropriés sous leurs yeux la terre et les villages dans lesquels eux et leurs ancêtres avaient vécu. Ce ne sont pas les Arabes de Gaza que nous devons blâmer pour le sang de Royce et le jeune qui a été tué, mais nous-mêmes. C'est fort ça. Et après il ajoute, il dit, mais on n'a pas le choix. Il dit, notre destin c'est de vivre ici. Mais c'est intéressant, il reconnaît non seulement qu'on a expulsé les Palestiniens, mais il reconnaît que leur haine est le résultat de cette expulsion et le résultat du fait qu'on a volé leurs terres et que les Juifs développent ces terres sous leurs yeux. C'est un énoncé qui est très fort. Mais après il dit, on n'a pas le choix. Notre destin, c'est de vivre ici. Les yeux des victimes du génocide de l'Holocauste nous regardent et ils veulent qu'on développe cette terre.
nous devons travailler la terre, tenir la bêche d'une main et le fusil de l'autre. Et nous devons nous défendre. Ce type de discours montre l'impasse et la difficulté existentielle pour les juifs sionistes de l'époque, qui savaient très bien qu'ils expulsaient les Palestiniens, qu'on ne peut pas blâmer les Palestiniens de l'haïr parce qu'on les a expulsés, mais qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est notre destin, parce qu'il faut être là, parce qu'on est discriminé en Europe, parce qu'on nous a tués en Europe à cause du génocide, et ainsi de suite. Alors, c'est une sophistication dans le discours qu'on ne trouve pas chez les sionistes d'aujourd'hui. Bon, alors, tout ça pour dire que les tensions continuent, qu'il y a une guerre en 67, qu'il y a ensuite un accord de paix, que le Sinaï est retourné en Égypte, mais au bout du compte, après la guerre de 67, le Sinaï est retourné en 78. Mais on se ramasse avec quoi? Avec Cisjordanie et Gaza contrôlés par Israël, et Golan contrôlé par Israël puis annexé. Mais il y a, parce que je veux arriver moi à la politique canadienne. Il y a quelques minutes encore, votre patience. Après, j'espère que vous ne vous ennuyez pas avec tous ces détails, mais je pense qu'il y a beaucoup de détails qui sont intéressants, en tout cas que moi j'ai découvert avec plaisir quand j'ai travaillé sur ça. Et donc, il y a une chose très importante à constater, qui explique la politique canadienne. C'est que la différence entre l'occupation de 67 de la Cisjordanie de Gaza et celle de 49, c'est qu'entre les deux, la communauté internationale a raffermi, explicité les principes de droit international. La Convention de Genève a été votée en 1949, après la guerre. Ou peut-être un peu avant la guerre, mais enfin, elle n'était pas encore mise en œuvre. D'accord? C'est après la guerre qu'elle a été, de 1949 qu'elle a été mise en œuvre. Et donc, en fonction. Et un autre principe, il y a un principe qui est l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force. Il est interdit à une puissance occupante de faire une guerre puis d'annexer du territoire. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont dit, la Deuxième Guerre mondiale, c'était ça. Chaque puissance européenne voulait prendre un bout de territoire de l'autre et ça a fait plein de problèmes. Alors il dit, pour éviter des guerres comme ça, on va dire qu'une puissance n'a pas le droit de faire une guerre et annexer le territoire. Si elle veut annexer le territoire, il faut qu'elle négocie avec les gens qui habitent là et qu'elle trouve. La 4e Convention de Genève va plus loin, dit, pas seulement elle n'a pas le droit d'annexer, mais elle a la responsabilité légale du bien-être des gens qui vivent dans les territoires occupés. Elle doit s'assurer des services sociaux, médicaux, sanitaires, des lois, de l'éducation. Et elle n'a pas le droit de transférer sa propre population dans les territoires occupés. Et elle n'a pas le droit d'expulser les gens des territoires occupés en dehors de leur territoire. Bon. Alors, si vous allez, je vais sauter tout de suite parce que je n'aurai pas le temps d'aller dans le détail de ça. Ça explique que si vous allez voir sur le site web du gouvernement du Canada, le gouvernement du Canada dit des choses merveilleuses. Ils disent, Israël occupe la Cisjordanie et Gaza, ce sont des territoires occupés militairement. Les colonies de peuplement sont illégales. L'annexion de Jérusalem est illégale. L'annexion du Golan est illégale. La présence de colons est illégale et de colonies est non seulement illégale, mais elle est contre-productive, elle n'aide pas à la paix. Et tout ça, c'est les principes sur lesquels nous, on se bat. Mais ensuite, ils ajoutent, la solution va venir par la négociation entre les deux parties. Et là, vous venez de détruire tout le reste. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est entre les deux parties, c'est le rapport de pouvoir qui joue. Le rapport de force, et non plus le droit international. Et ça va m'amener tout de suite à Oslo. Parce que, vous voyez, avant Oslo, donnez-moi 3-4 minutes déjà. Donc, pour Israël, elle a occupé les territoires en 67, mais elle n'a pas réussi à les faire reconnaître comme étant ses territoires. Ça fait 50 et quelques années.
Les États-Unis disent c'est des territoires occupés. Le Canada dit c'est des territoires occupés. L'ONU dit c'est des territoires occupés. La France dit c'est des territoires occupés. Et tous disent, mais il faut qu'ils négocient entre eux. Bon. Alors l'enjeu principal pour Israël, c'est de faire reconnaître son contrôle comme étant un contrôle permanent. Pour les Palestiniens, c'est d'être reconnus comme peuple. Ensuite, d'obtenir le retrait d'Israël de Cisjordanie et Gaza et d'établir un État palestinien. Et les Palestiniens ont fait un choix existentiel que certains contestent. Ils ont dit, on a perdu, fini. On va faire un État sur Cisjordanie et Gaza. C'est tout ce qu'on peut obtenir pour le moment dans le rapport de force. D'autres disent non, il faut un seul État où tout le monde est égal. Et là, on discute de ça et on va voir c'est quoi l'avantage des uns et des autres. Mais on arrive à une impasse. Et donc, cette impasse est due au fait que ces deux territoires sont reconnus par la communauté internationale comme occupés, mais Israël ne veut pas les laisser. Bon. Arrive Oslo. Qu'est-ce que Oslo va faire? Oslo, je passe rapidement sur les diverses initiatives de paix. Qu'est-ce que Oslo va faire? Elle va dire, on va faire une paix véritable et on va arriver à une solution permanente dans 5 ans. Et c'est merveilleux. Dans 5 ans, il y aura une paix. Mais, ils disent, on va reconnaître les Palestiniens et tout. Sauf que, beaucoup de gens pensaient que la reconnaissance était symétrique. Non, 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 non. Les Palestiniens reconnaissent Israël. Israël ne reconnaît pas d'État palestinien. Elle dit, l'autorité palestinienne peut parler au nom des Palestiniens, et pas de tous les Palestiniens, juste de Gaza et de Cisjordanie. C'est tout. Le mot État palestinien n'existe pas. J'ai fait une analyse de tous les documents d'Oslo et de la correspondance avant et après Oslo, autour d'Oslo. Le mot État palestinien n'existe pas, ni même comme projet futur. N'existe pas. Seule base de la solution, c'est la résolution 242. Elle est marquée ici, 242. Or, que dit la résolution 242? La seule fois qu'on parle des Palestiniens dans la résolution 242, c'est ce mot-là, réfugiés. On parle des réfugiés. Le mot Palestine n'est pas mentionné. Le mot palestinien n'est pas mentionné. Le mot État de Palestine n'est pas mentionné. Alors vous comprenez, quand les Palestiniens disent non, 242 ne nous convient pas, on leur dit, ah vous êtes des radicaux, vous êtes des terroristes. Non, ils ont raison. On ne reconnaît pas leurs droits. Bon. Alors, ce que fait Oslo, c'est de dire on va faire la paix. Et en attendant, il y a tellement de difficultés psychologiques, on va faire la paix graduellement. D'accord? Et ils disent, bon, vous les Palestiniens, commencez par gérer toutes les zones où il y a une densité palestinienne, gérez-les tout seul. Et même votre police va devenir un sous-traitant de nous. Ok? Mais ils n'ont pas les pouvoirs d'un État, c'est juste d'une municipalité. Ils choisissent la couleur des égouts, ils gèrent leurs écoles, mais pas beaucoup plus. Les zones où il y a une densité palestinienne faible, on va les gérer ensemble pour la sécurité. Et le reste, graduellement, on va vous le donner, graduellement. Mais on ne dit pas clairement on va vous le donner. Et le reste, c'est 60% du territoire. Et là, c'est Israël qui le gère seul. Et là, à cause de ça, le jour où ils ont signé Oslo à la Maison Blanche en 1993, la colonisation de la Cisjordanie est relancée de façon plus intense que pendant la guerre, avant la paix. Et en 7 ans, Israël arrive à faire 5 fois plus de colonies et d'installer 5 fois plus de colons que pendant les 25 ans qui ont précédé. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils font des choses et que les Palestiniens protestent, que dit le Canada, que dit la France? Dit, chut, taisez-vous, vous allez perturber le processus. Il y a un processus de paix, il ne faut pas le perturber. N'allez pas à la Convention de Genève demander vos droits. Il y a un processus, discutons. Et la discussion, le processus a remplacé la paix. Il n'y a pas de paix, il y a juste un processus de négociation, mais il n'y a pas de paix au bout du compte. Et pendant ce temps, Israël augmente les colonies, et il passe de 150 000 au monde de Sceaux à aujourd'hui 850 000 colons. Au point, et je vais terminer avec ça, au point que
beaucoup de gens disent, ben, la Cisjordanie, c'est devenu comme une omelette. On ne peut plus séparer le jaune du blanc. On ne peut plus séparer les parties où il y a des colons des parties où il y a palestiniennes, parce que ce sont des ouvriers palestiniens qui travaillent à construire les colonies. C'est les ouvriers palestiniens qui manipulent les bulldozers pour faire le mur. Les ouvriers palestiniens travaillent dans les champs contrôlés par les colons israéliens en Cisjordanie qui nous exportent des bananes ici. Alors, les Palestiniens disent, et une partie des Israéliens disent, fini, on ne peut plus faire deux États. Parce que, comment on va faire deux États? Qu'est-ce qu'on va faire des 850 000 Israéliens palestiniens? Est-ce qu'on va les chasser? Ils ne veulent pas. Est-ce qu'on va les incorporer? Et l'idée d'un seul État, où Palestiniens et Israéliens vivent avec les mêmes droits, sans discrimination, est remise sur la table. Sauf que tant les Palestiniens que les Israéliens ont tellement investi émotivement dans l'idée d'avoir un État qui porte leur identité, un État palestinien, un État israélien, que ça peut être difficile. Donc la solution va être de déclarer deux États, mais de faire tout de suite une confédération, puis de travailler, ça va prendre 30 ans, 40 ans, à avoir une situation où Palestiniens et Israéliens ont les mêmes droits exactement. Et là, on va voir tranquillement qu'est-ce qu'on fait des colonies, qu'est-ce qu'on fait de Gaza, qu'est-ce qu'on fait de ça. Bon. Alors, je termine avec ça. La guerre de Gaza est venue dire non, on ne veut pas tout ça. Israël a dit on est prêt à faire un génocide, mais il faut que les Palestiniens partent du nord de Gaza et on veut faire partir les Palestiniens d'une partie de la Cisjordanie, des camps de réfugiés, de la vallée du Jourdain. Et voilà, on est prêt à... Et certains ministres israéliens disent on veut reprendre tout Israël et toute la Cisjordanie et tout Gaza et que ça devienne Israël. Trump a nommé comme ambassadeur à Israël un gars qui dit les Palestiniens n'existent pas, ils veulent voler la terre des Palestiniens. Il faut expulser tous les Palestiniens qui veulent voler la Palestine, la Cisjordanie et Gaza pour que tout redevienne à Israël. Il y a un renversement du rôle d'agresseur et d'agressé. Et comme les médias américains sont influencés par ça et qu'ils sont très puissants, ils établissent les standards. Ça veut dire le résultat, c'est que si vous défendez le droit, la justice, vous avez la figure d'un militant pro-palestinien. Alors que si vous voulez avoir l'air objectif aux yeux de Radio-Canada, il faut répéter le discours israélien. C'est là qu'on est rendu. Donc, la bataille à faire pour changer les choses est énorme. Je pense qu'on a plus de pouvoir qu'on ne pense quand on fait pression sur les élus. Vous savez, s'ils reçoivent 100 ou 150 lettres au téléphone, pas une pétition, on ajoute son nom là, une lettre personnelle. Vous écrivez, monsieur, madame Intel, vous ne comprenez pas l'histoire, vous prenez une solution tout à fait injuste, il faut blablabla, ça joue. Ça ne va pas changer le rapport de pouvoir immédiatement, mais ça va contribuer. Les choses changent très lentement. Moi, à court terme, je suis très pessimiste. À long terme, à moyen terme, je suis plutôt optimiste. Alors, je n'ai pas parlé des initiatives de paix qui ont échoué en 2000. Je n'ai pas parlé en détail de la position canadienne. Et je n'ai pas non plus parlé de l'horreur qui se passe à Gaza maintenant, parce que ça, on le voit chacun de nous dans les médias sociaux. Mais voilà, je voulais vous présenter ces idées-là. Ce sont celles qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup.